Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Wrestlers Radio pour une nouvelle interview. Bon, cette fois-ci, on ne parle pas en anglais, on parle bien français parce que, tout simplement parce que l'invité est français. Pour m'accompagner cette fois-ci, deux chroniqueurs de Wrestlers Radio. Le premier fait les interviews en anglais justement, c'est Vincent. Salut Vincent. Salut Pierre. Le second fera les interviews quand ce sera un Allemand qui sera invité dans Wrestlers Radio, c'est Seb. Salut Seb. Donc cette vanne n'aura jamais de fin, donc ça sera toujours Jamais. considéré comme allemand ici. C'est pas possible. J'ai une créativité sans fin lorsque le sujet aborde l'Allemagne. C'est terrible ça. Et du coup l'Alsace, forcément. Et notre invité, du coup, est un globetrotter reconnu. En tout cas, c'est le seul globetrotter dans le catch français. Certains sont établis aux États-Unis, certains dans l'Europe de l'Est, mais lui vogue un peu dans les océans et sur les différents continents. Cette personne, c'est une autre que Eddie Karaoui. Bonjour à toi. Bonjour, bonjour. Est-ce que ça va bien? Oui, ça va, tranquille. Hein. En France, pour les vacances. Donc, on se régale. Et bonne année d'ailleurs. Hein, oui, bonne année. Oui, bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne santé, meilleurs vœux. C'est la première interview. Plus de catch pour 2016. Voilà, plus de catch. Toujours plus de catch en France, ça c'est clair et net. Du coup, on va enchaîner avec l'interview. On a quelques questions, certaines plus générales que d'autres, mais globalement concernant plutôt ta carrière. Seb, c'est toi qui commences. Ouais, première question que l'on pose à tous nos invités. Comment est-ce que tu as découvert le catch? Est-ce que c'est des souvenirs d'enfance? Et qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce métier? Ben oui, comme la plupart des gens depuis l'enfance, hein, comme Canal+ avec la WWF à l'époque. Mais bon, moi j'étais surtout fan de la WCW. Et bon, après par la suite, moi je m'étais mis en lutte. Et en fait j'étais fan de catch, donc je voulais faire du catch. Et moi, je voyais ça par rapport à la lutte. Quand j'ai vu une fois, je faisais du judo déjà à la base. Et après, j'ai découvert dans une expo des sports un logo de lutte en train de faire une souplesse. Et j'ai dit, tiens, c'est du catch. Et voilà, je me suis mis comme ça dans la lutte. On connaît ton caractère de globetrotter maintenant, mais avant de partir vers l'étranger, quel était ton parcours en France, justement, avec la lutte, tout ça, quand tu as commencé le catch en France, peut-être? Donc voilà, moi je suis originaire de Marseille, vers Marseille, dans la région. Mais j'ai grandi à Sète, dans l'Hérault, à côté de Montpellier. Et donc il y avait un petit club moi j'étais à l'SPTT de judo et un club de lutte aussi. La salle Vincent Ferrari, c'était mon club de lutte. Et donc après je suis parti en sport-études. Lutte à Font-Romeu, un des plus grands sports-études d'Europe. C'est vers la frontière à l'Espagne, dans les Pyrénées. J'ai passé 2 ans là-bas. Et après je suis parti en pôle France. J'étais sportif de haut niveau. Donc je suis parti en pôle France de lutte gréco-romaine à Besançon, où j'ai passé aussi 2 ans. Et en fait, durant les 4 ans à Font-Romeu et à Besançon, j'étais ami avec Steve Guénaud, le champion olympique de lutte et médaillé de bronze au dernier jeu. Et j'étais son sparring partenaire. Et donc, moi, j'ai débuté par la lutte. Ensuite, j'ai enchaîné sur Paris. J'étais à l'INSEP et partenaire. Et après, j'étais entraîneur de lutte pour le comité d'Île-de-France. Donc voilà, ça c'était mes bases pour ensuite enchaîner au catch. Et donc après, j'ai enchaîné direct aux États-Unis chez Inoki. Il avait son dojo là-bas aux États-Unis à l'époque, à Los Angeles. Ok, on aura l'occasion d'y revenir plus en détail par après. Tout d'abord, une autre petite question générale. Est-ce que tu peux me dire tout de suite au tac au tac ton pire et ton meilleur souvenir dans le ring? Oula, pire et meilleur. C'est une bonne question, il y en a beaucoup de souvenirs. Bon, meilleur, on va commencer par le meilleur. Je pense que un des meilleurs souvenirs, ça a été j'ai fait débuter professionnellement au Japon, quoi. Donc c'était au Ryogoku, Sumo Arena, donc c'était vraiment un bon début, quoi, une bonne expérience. Mais en même temps, c'était le pire parce que moi, j'étais pas préparé pour faire ce type de show. Parce que moi, à la base, quand je travaillais chez Noki, c'était plus du shoot wrestling. Et donc, quand j'ai été pris pour faire mon premier combat au Japon, c'était pour la Pro Wrestling Expo, c'est avec des personnes de la Zero One et Chono qui a organisé ça. Et là, c'était pas du tout du shoot, c'était un Royal Rumble, c'était une bataille royale et du catch classique. Et moi, je n'étais pas préparé à ça. Donc, superbe expérience, mais en même temps, gros stress. Donc ça, c'est mon premier souvenir. Deuxième gros souvenir, grosse expérience, c'est combattre contre la légende de la lucha, le Santo.
Aussi Canek, celui qui avait soulevé André le Géant. Je crois que c'était le premier à avoir soulevé André le Géant, je suis pas sûr. Et donc, c'est une grosse expérience de savoir que on passe derrière André et de raconter cette personne-là, quoi, chez lui au Mexique. Et c'est pendant la révolution, la fête de la révolution mexicaine. Et voilà, quoi. Et ultimement, en Corée du Nord contre Ultimo Dragon. J'étais fan d'Ultimo et l'affronter, c'était génial, quoi. Après, bien sûr, il y a plein d'autres bonnes expériences. Mais bon, c'est pour retenir les plus belles. Ouais, on va en aborder quelques-unes. Vincent? Est-ce que tu as un match de rêve, un dream match? Un dream match. Ah ben moi, j'aimerais bien affronter Kurt Angle, quoi. Ça me plairait beaucoup, quoi. Après, oui, dream match, il y a tellement de bons catcheurs. C'est pas aussi que des catcheurs connus, hein. Il y a plein de catcheurs. Il y a même des catcheurs européens, même français, que ça m'intéresserait d'affronter, quoi. Hein. Je veux dire, je suis pas non plus élitiste, hein. Après, dream match, ouais, en fait, j'en ai plein de dream match, hein. Oui, en plus, la scène française commence à un peu reprendre un peu du poil de la bête en ce moment, avec un petit groupe comme ça qui se reforme et qui fait pas mal les routes. Donc ouais, c'est vraiment intéressant en ce moment. Du coup, Seb, on va parler maintenant un peu plus de ta carrière. C'est ça qui va commencer. Vas-y. Pourquoi est-ce que tu as choisi de partir à l'étranger? C'était une décision mûrement réfléchie ou tu t'es décidé assez rapidement pour quitter la France et explorer le monde? Ben moi, déjà, mon objectif, c'était de catcher dans des grosses fédérations. Et les grosses fédérations, elles sont pas en France. Les grosses fédérations, c'est comme tout le monde connaît, le numéro 1, c'est la WWE. Et après, il y avait les grosses fédérations qui sont au Mexique, au Japon, quoi. C'est les 3 plus grosses ligues qu'il y a, hein. Et donc, par rapport à ça, moi déjà, à une époque, parce que moi, je m'étais mis, j'ai toujours été fan de catch, donc moi, je m'étais mis à la lutte. Mais après, la lutte, c'était mon travail. Donc, j'étais lutteur professionnel en lutte olympique, quoi. J'étais entraîneur et j'étais lutteur de haut niveau. Donc, après, ma perception des choses, au fil des années, et en grandissant, on voit plus de choses pareilles, quoi. En regard d'enfant et après, adolescent, adulte, c'est plus pareil. Donc, moi, en devenant lutteur, après, j'ai fait des championnats de grappling. Je me suis mis au pancras, au MMA. Donc, le style le plus qui me convenait le plus, c'était le shoot wrestling. Et moi, j'étais fan à l'époque du Pride, du célèbre Pride qu'il y avait au Japon. C'était le plus gros concurrent, c'était le numéro 1 devant l'UFC. Et donc, moi, j'étais fan du Pride. Pourquoi? Parce que il y avait énormément de catcheurs, dont l'idole que j'ai pas parlé encore, Sakuraba. Donc, moi, j'étais vraiment fan de ce style-là de catch wrestling, que l'entraîneur, c'était Karl Gotch et Billy Robinson, toutes ces personnes-là, avec Tiger Mask et tout. Donc, moi, j'étais fan plutôt de ça. Donc, c'est pour ça que je me suis dirigé direct au Inoki Dojo, quoi. Je suis pas passé midi à 14h. Du coup, tes inspirations pour ton catch viennent un peu de partout. On t'entend parler de MMA depuis tout à l'heure. Du coup, tu prends un petit peu partout au niveau de ton style de catch? Ou est-ce que tu as plutôt un style en particulier que tu préfères peut-être? Moi, j'ai un style un peu hybride, quoi. Moi, je me considère faisant du hybride wrestling. C'est-à-dire, moi, je mélange surtout le catch wrestling original, quoi, le catch traditionnel comme il était à l'époque à ses débuts, et la lucha libre. Mais attention, il faut pas confondre, parce que tout le monde croit que lucha libre, ça veut dire, en gros, porter un masque et faire de la voltige. C'est pas ça, la lucha libre. La lucha libre, déjà, la voltige, c'est moderne, c'est récent, hein. Le premier à avoir fait la voltige, c'est Mathematico. Et ensuite, ils ont suivi, et après, il y a eu les modes, les effets de mode aussi, avec l'effet Mystico, quoi, où tout le monde copiait plus ou moins Mystico et son style. Mais moi, je suis plus lucha traditionnel. C'est-à-dire, la lucha traditionnelle, c'est le old school, c'est le chain wrestling, et c'est plus, on appelle la lucha des yabeo. Yabé contre yabé. C'est la lucha de soumission. Clé contre clé. Et ça, c'est surtout ma spécialité. Dans l'aspect un peu globe-trotter, est-ce que tu dois adapter ton catch selon le pays où tu te représentes? Ah oui, absolument. Enfin, c'est pas uniquement selon le pays, ça dépend de la fédération. De la fédération, ouais, voilà. Voilà, parce que par exemple, la CMLL, c'est pas du tout pareil que la AAA ou que les Indies. Après, par exemple, au Japon, moi j'ai travaillé pour plusieurs au Japon, la Big Japan, ça n'a rien à voir avec l'IGF ou la Dragon Gate, par exemple. Parce qu'on retrouve aussi les styles de lucha libre au Japon. Comme on retrouve les styles hardcore, ça dépend de pour qui on travaille. Par exemple, moi j'ai travaillé en Angleterre pour Dixon, et Dixon, on ne fait pas de clé ou de soumission, c'est plus du show style WWE. Donc là-bas, ça va être plus du travail, du divertissement avec le public, quoi. Si je me mets à faire des soumissions dans tous les sens, ils vont pas comprendre. Oui.
Certaines fédérations qui s'y frottent et qui sont un peu perplexes après au niveau du public. Seb. Tu avais cité avant l'Ultimo Dragon, mais quelles sont les autres stars que tu as eu l'occasion d'affronter durant ton parcours international? Alors, il y en a eu beaucoup, pratiquement tous les Mexicains, ils étaient la WCW, la Parka, Damian 666, Halloween, Hector Garza, Canek, Le Santo, Blue Demon Junior, Ultimo Guerrero, Electroshock, Chessman, Daga, l'ancien champion de la AAA pour léger, Tiger Uno qui est à la TNA, Samurai del Sol aussi, que maintenant il s'appelle comme Kalisto. Kalisto, champion par équipe NXT. Ouais, voilà, exact, en plus, c'est vrai. Sekimoto, Ultimo Dragon, beaucoup de monde, Black Tiger 5. Après, je peux pas me rappeler, là, sur le coup, c'est dur de se rappeler tout le monde. Super Crazy, Robin Guerrera. La liste est énorme, en tout cas, c'est assez impressionnant. Du beau monde. Il y a beaucoup de monde, après, c'est normal. Après quand on travaille des grosses histoires, il y a beaucoup de personnes, on a amené à les rencontrer à chaque fois, quoi. Super Crazy, je crois que c'est au moins 5 ou 6 fois, j'ai dû l'affronter. Robin Guerrera, plusieurs fois aussi. Donc, vraiment... après, ça devient commun dans ces pays-là, c'est normal, parce que étant professionnel, on travaille avec les personnes qu'il y a, quoi. Et eux, ils travaillent aussi avec les personnes qu'il y a, donc on a amené à se rencontrer souvent. Vincent, je crois. Et j'ai lu quelque part que lors d'un de tes matchs à la l'IWL, il y a une bagarre qui a éclaté dans les spectateurs. Est-ce que tu peux nous raconter cette anecdote? En fait, j'ai lu ce truc de bagarre, mais il n'y a pas eu de bagarre, en fait. J'avais lu ça, je crois que c'était quand j'avais affronté Canek, je crois. Oui, je crois. Il n'y a pas eu de bagarre, hein. Enfin, les Mexicains sont très chauds. C'est pas du tout le même public au Japon ou en Europe. Au Mexique, ça insulte, ça boit, tout le monde est bourré, la plupart du temps. Donc, c'est un public chaud, mais il n'y a pas eu de bagarre spécialement. Après, il faut pas oublier. Je veux dire, il y a du show derrière. Je veux dire, on provoque le public et tout. Si le public rentre dans la provocation, c'est-à-dire que le travail a marché. Après, de là, des bagarres et tout, non, moi, je ne me suis jamais bagarré, j'ai jamais eu de problème avec ça, quoi. Mais bon, c'est bien que le public s'émotionne. C'est chaud au Mexique. Oui, c'est chaud. C'est sûr que le Mexique, il y a un contexte politique derrière et tous les problèmes. Déjà, c'est le tiers-monde. C'est pas un pays moderne, déjà, comme ici. Et après, oui, il y a les problèmes de narcotrafiquants et oui, c'est différent. C'est un peu plus dangereux qu'en France, ça c'est sûr. Mais bon, c'est l'ambiance du public en tout cas. C'est clair. Je pense que moi, personnellement, la meilleure ambiance du public, c'est au Mexique. Hein. Le cas au Japon, je me régale et je prends pas de plaisir comme au Mexique. Au Mexique, c'est vraiment un plaisir. Moi, c'est comme si j'allais m'amuser, quoi. Au Japon, je sens vraiment que c'est du travail. Seb, vas-y. Tu as été le premier Français à devenir champion du monde de lucha libre. Qu'est-ce que ça représente pour toi, cet accomplissement? Déjà, j'étais resté 4 ans au Mexique, quoi. J'avais écumé pratiquement tous les rings, toutes les arénas, parce qu'il faut dire que déjà, la lucha au Mexique, c'est un sport national. Et ça n'a rien à voir avec la WWF et tout. C'est pas du pro wrestling, c'est de la lucha libre. C'est-à-dire que c'est un sport à part entière. Il y a des licences de luchadors professionnels, que c'est la commission de boxe et lucha professionnelle, c'est un organe fédéral du gouvernement. Et en plus de ça, il y a plusieurs arénas, comme l'Arena Mexico et d'autres. C'est des arénas construites spécialement pour la lucha. C'est le seul endroit au monde où il y a des arènes construites pour la lucha. Ça n'existe pas, ça, aux États-Unis ni ailleurs. Et donc, déjà, catcher dans des arènes de lucha libre, c'est quelque chose d'important. Par exemple, j'ai catché à l'Arena Fission. L'Arena Fission, c'est à Pachuca, c'est juste à côté de Mexico City, c'est à 1 heure, quoi, en voiture. Et là-bas, ils avaient catché en main event Lutes et Billy Robinson et Karl Gotch. Quand on voit ça, ça fait plaisir de savoir qu'après, nous, on a main event. Après, c'est plus la même période, mais ça fait toujours plaisir. Donc, c'est vrai qu'après, au bout de quelques années là-bas, passé là-bas, après avoir catché aussi l'Arena Mexico, plusieurs fois la AAA, en offshore et tout. Donc, ça fait plaisir d'avoir un titre, quoi. C'est un peu la reconnaissance de tout ce petit travail, quoi. Après, ça reste éphémère, quand même. C'est pas un titre de champion olympique non plus. Mais ça reste, ça donne la valeur au travail fait et aussi les promoteurs qui reconnaissent mon travail, quoi. J'ai aussi lu que tu as dû rendre vacant ton titre WWA Light Heavyweight. C'est vrai? Et si c'est vrai, pour quelle raison? Non, il n'est pas vacant. J'ai toujours la ceinture. Hein. Je vais la redéfendre. Alors, ce que j'ai lu, c'est faux, alors.
Non, 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 elle n'est pas vacante. J'ai toujours la ceinture. Moi, la ceinture était vacante. C'était Blue Demon qui n'avait pas défendu, Blue Demon Junior. Donc j'affrontais le Maestro Negro Navarro. J'affrontais pour la ceinture. Elle était vacante. Donc moi, j'ai gagné la Elle ceinture. était vacante. Je l'ai d'accord. défendu en Italie contre Ultimo Chengon. D'ailleurs, c'est le Mexicain le plus connu, un des plus connus d'Europe. Il a catché avec la Racing Star. Enfin, il habite à Barcelone. Donc j'ai défendu en triple menace la ceinture. Là, je dois la défendre au Japon. Je suis en train de voir avec quelle compagnie exactement. Et je dois la défendre à un show télé au Mexique en avril. D'accord. Donc j'ai toujours la ceinture. Vincent. Tu as vécu, il me semble, 5 mois au Japon, avec une quarantaine de matchs à ton actif. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette expérience? Ouais, déjà, moi, comme j'avais dit, j'ai débuté au Japon. Et ça, c'était en 2008. Donc déjà, ça avait passé. Ça remonte un peu. Et entre-temps, j'étais au Mexique, quoi. J'ai surtout fait ma carrière au Mexique. Donc j'avais besoin de changer d'air et de retourner au Japon. Et surtout, ça me manquait aussi de faire un peu de shoot et travailler pour Inoki. Donc je suis retourné chez Inoki. Et donc c'est là que j'avais affronté pour mes retours Black Tiger 5 que j'avais gagné d'ailleurs. Ça m'a fait plaisir pour mon retour. Et après, j'avais fait une tournée Charity Tour pour le tsunami, pour les problèmes qu'il y a eu le tsunami et tout. Donc on a fait une tournée d'une semaine. Il y avait Jérôme Le Banner, qui est un autre Français qui catch au Japon, qu'on parle pas souvent parce que c'est plus un boxeur qu'un catcheur. Mais bon, ça a été quand même un champion d'IGF. Et donc j'étais avec lui, Bob Sapp, et donc j'avais fait plusieurs main events contre Bob Sapp, la grosse star. C'est une des plus grosses stars, c'est la plus grosse star du catch japonais. C'est lui qui a fait le plus gros rating télé de l'histoire contre Akebono. Et donc j'avais catché avec lui. Et c'est intéressant quoi, en fait, surtout un monstre de plus de 150 kilos. C'était assez impressionnant, hein, c'était un petit rêve de gosse parce que, comme je disais, j'étais fan du Pride et aussi du K1 et de les affronter, l'affronter ça avait vraiment plaisir, surtout en main event et revenir, c'était bien. Et donc j'affrontais aussi, parce que moi j'avais deux personnages, hein, je catchais sous mon nom Eddie French là-bas parce que Karawi c'est plus dur à prononcer, donc Eddie French, qui à l'époque il m'avait parlé Mario French, on ne sait pas pourquoi, mais bon, donc j'ai réussi à changer mon nom, Eddie French. Et donc j'ai catché aussi comme le personnage masqué de la fédération d'Inoki, masqué de Genome. Donc j'ai fait les matchs aussi avec Wolfsoft avec tout ce personnage-là. Et donc ensuite j'ai enchaîné avec eux la Corée du Nord. Alors là c'était vraiment spécial, c'est ça qui m'intéressait surtout, la Corée du Nord, que c'est des shows uniques, hein, ça a été fait contre Ric Flair et Inoki et la WCW il y a une vingtaine d'années. Et donc retourner en Corée du Nord avec le contexte politique, c'est génial quoi. Et bon, pour promouvoir la paix, donc promouvoir la paix par le catch, c'est pas tous les jours qu'on peut faire ça quoi. Et donc c'est là-bas que j'avais affronté Ultimo Dragon en show télé, il y avait 20 000 personnes pratiquement. C'est génial, c'est une super émotion. Oui. Justement, oui, le chapitre de la Corée du Nord, il y avait eu donc ce gros show, oui, en Corée du Nord où il y avait Flair, les Steiners, où c'était organisé par Inoki. Le show est connu pour avoir officieusement rassemblé le plus de spectateurs. C'est marqué 190 000 spectateurs. Cette année, le public était beaucoup moins nombreux. Il y a Le Parisien, toutefois, France Info et l'ensemble des sites spécialisés sur la Corée du Nord qui se sont empressés de rédiger des articles, parfois un peu contradictoires sur le sujet. Est-ce que tu peux vraiment nous en dire plus sur tout cela? Mais déjà, c'était censé. Déjà, le premier show qui a été fait Inoki à l'époque quand il avait la New Japan avant de la vendre, c'était au Mayday Stadium. Là, c'était pas au Mayday Stadium. C'était prévu au Mayday Stadium, mais la personne avec qui Inoki travaillait était tuée. Il est exécuté par le dirigeant lui-même. Donc ça a chamboulé tous les plans. Donc du coup, le Mayday Stadium, ils l'ont pas fait. Et en plus, ils l'ont mis en construction, en rénovation en ce moment. Donc du coup, ça a été fait dans un gymnase. C'est pour ça qu'on pouvait plus faire les 180 000. Enfin, ils pouvaient plus faire parce que le but c'était de rompre le record. Donc ils pouvaient plus faire ça. Donc dans le gymnase, c'est limité. Donc ils ont rempli le gymnase. Et d'ailleurs, la vidéo elle est sur internet. Et c'était pratiquement 20 000 personnes quoi. Et c'était deux jours. Hein. Donc moi, le premier jour, j'ai lancé la feuille avec Ultimo et le deuxième jour, j'ai catché contre lui. Alors, et par rapport à ça, la Corée du Nord, oui, il y avait. En fait, il devait venir France 24. Mais en fait, c'est mal tombé parce que la femme, elle devait accoucher cette semaine-là. Donc elle et son mari et un autre journaliste, et donc ils n'ont pas pu y aller, quoi, à cause de ça. Mais il y avait quand même CNN qui a couvert, et j'étais content parce que malgré tout, enfin, le hasard, c'est que je suis passé en couverture du Washington Post, où on a ma photo de dos avec le public, d'ailleurs que j'ai posté sur mon Facebook, pour ceux qui suivent mes actualités, quoi.
Est-ce que tu peux raconter un petit peu ce qu'il y avait autour? Est-ce que vous aviez du temps libre parce que c'est un pays qui est quand même très traditionnellement fermé. Puis, enfin voilà, au niveau international, c'est rare de rentrer en Corée du Nord en tout cas. Ou est-ce que tout était organisé à la minute près? Oui, tout est organisé. Enfin, tout devait être organisé à la minute près. Après, il y a toujours les imprévus ou des problèmes d'organisation, de timing. Mais oui. C'est-à-dire que déjà, on venait, c'était déjà officiel. C'est-à-dire que c'était un show organisé en collaboration Inoki, parce que Inoki est sénateur déjà, même s'il n'y avait pas l'approbation directe du Japon, mais il est sénateur, donc c'est lui qui a organisé ça directement avec le gouvernement de Corée, quoi, avec le gouvernement de Kim, quoi. Donc, tout était officiel, donc on a été pris en charge par le gouvernement. Donc on est arrivé là-bas, ceux qui venaient nous chercher, et on a été dans un hôtel. De toute façon, il n'y a que 2 hôtels pour les étrangers. D'ailleurs, il y avait un des Fujis, un des créateurs des Fujis, un des 3, un des rappeurs qui était venu voir le show. Et en fait, tout organisé. Il y a quand même des touristes qui viennent. Hein. Moi, je savais pas qu'il y avait autant d'Américains qui venaient, qui travaillaient avec le gouvernement aussi. Parce qu'on dit ce qu'on veut dire à la télé. Et donc ça. Et oui, c'est vrai que bon, ça reste du communisme, quoi. Hein. On se croirait dans les années 60 ou les années 50 même. Donc et aussi le truc qui est flagrant par rapport à la différence, la France et les autres pays du monde. Il y a pas de nom de rue, il n'y a pas de banque dans la rue, il n'y a pas de commerce. Tout appartient à une seule et même personne. Il n'y a pas de Coca-Cola non plus. Moi j'aime bien le Coca. Il n'y avait pas de Coca. Il n'y a pas de boisson. Il y a juste la boisson à eux, un jus de pomme gazeux. Enfin, c'est des petits trucs qui font beaucoup de différence, quoi. Au final, c'est intéressant à voir. Après, si c'est mieux ou moins ou pas par rapport aux questions de liberté, moi, le truc que je peux dire, c'est que quand je reviens à Paris, que je prends le métro, je vois beaucoup de clochards qui sont en train de mourir de faim dans le métro avec des gangrènes. Je vois pas ça en Corée du Nord, quoi. Donc, il y a toujours un pour et un contre. Est-ce que tu as vu The Interview? Parce que Comment? il y a le film The Interview de Seth Rogen Ah oui, non, j'ai pas regardé le film. Enfin, franchement, les Américains, à chaque fois, ils nous font des scandales, des pseudo-scandales pour vendre leurs trucs, quoi. Moi, je sais d'avance que c'est une daube, ce film-là. Et bon, pour l'avoir vu, je le trouve très drôle. Quoi. Pour l'avoir vu, après, je le non, trouve j'ai très pas vu drôle. personnellement, c'est pas... Il est pas centré très américain, mais bon, enfin, on n'est pas là pour parler d'interview. Mais oui, ouais, donc du coup, c'est pour ça, c'est assez. Moi, c'est pas de la politique. Hein. Moi, déjà, je fais du sport. Donc, par exemple, moi, j'ai fait le show en Corée du Nord. Je veux pas me permettre de critiquer des personnes qui m'ont donné, qui m'ont fait travailler. Et surtout, oui, on a été là-bas pour promouvoir la paix. Après, savoir si on a vraiment pu promouvoir la paix ou pas, c'est une question. Mais moi, j'étais là-bas pour promouvoir la paix et le catch. Parce que mon boulot, c'est de montrer le catch et surtout mon style. Parce que moi, je me bats pour montrer mon style de soumission, le catch wrestling et la lucha old school. Donc, c'était mon objectif et voilà, quoi. Et du coup, le show en lui-même, parce que ça reste quand même le plus important, ça s'est bien passé, le public, tout ça était chaud. Il y a un truc qui était vraiment intéressant, c'est que bon, moi j'ai fait le deuxième show, le premier, je suis passé pour faire la fade. Donc déjà les Coréens sont assez froids déjà et réservés comparé à nous. Et donc le premier jour du show, ils applaudissaient mais sans, on va dire, ferveur, quoi. Mais par contre après, par exemple les membres du gouvernement qui nous gardaient et tout, il y avait un peu des tensions, ça se voyait les différences culturelles et tout. Mais après le show, ils commençaient, parce que ils savaient pas vraiment si c'était le catch, ils ont vu ça il y a 20 ans, mais c'est pas pareil de voir du catch à la télé, de le voir en vrai. Et donc on a vu qu'après les personnes se sont plus ouvertes et qu'au final après le deuxième show ils sont vraiment régalés et après ils étaient même d'écouter qu'on soit parti, quoi. Moi je trouve que c'est vraiment super, c'est là qu'on voit l'influence du sport dans une société, quoi. D'accord. Vincent. On va revenir un petit peu sur le Japon. Qu'est-ce que tu penses de l'expansion internationale de la New Japan? Déjà, la lutte japonaise, l'exporter, c'est un peu dur déjà par rapport à la langue. Parce que bon, déjà... Ils essayent, la New Japan essaye depuis quelques années de s'étendre vers la Japan, voilà. C'est bien qu'on parle de ça parce que tout le monde dit la New Japan, la New Japan. La New Japan de l'époque de Inoki quand elle était dans ses années de gloire, là, c'est pas la New Japan de maintenant. Hein. La plupart de la New Japan qui sont maintenant, ils auraient jamais catché la New Japan à l'époque. Hein. La New Japan de l'époque, c'était vraiment... La New Japan de l'époque, parce que c'est ça qu'il faut raconter que personne ne sait, c'est que déjà c'est Antonio Inoki qui avait fondé la New Japan et qui a développé la New Japan et le catch
qui est devenu populaire comme tout le monde le connaît, c'est grâce à lui. Au Japon, hein, je parle catch le Puroresu. Et donc, lui, il a vendu la New Japan. Mais il a vendu, pourquoi? Parce que déjà, il y a eu beaucoup de problèmes, parce que lui, il voulait absolument, il pensait qu'un catcheur devait savoir combattre. Donc, il a envoyé beaucoup de catcheurs au Pride, au K1. Et après, quand lui, il a revendu sa compagnie à une compagnie de jeux vidéo, il est quand même resté l'égérie et le président. Et quelques catcheurs ont commencé à se plaindre en disant non, mais nous, on n'est pas des combattants, on ne veut pas combattre, on ne va pas se blesser et tout. Donc, lui, il a vu ça. Donc, le patron, les patrons, ils ont dit, s'il vous plaît, arrêtez de comprenez les catcheurs, blablabla. Donc, lui, il a dit, écoutez, je vous laisse la fédération, je vais en faire une autre avec des vrais catcheurs. C'est là qu'il a fait l'IGF. C'est pour ça qu'il appelait ça génome, de reprendre ce qu'est un catcheur à la base au génome et de remettre des vrais combattants. Donc, voilà. Et la New Japan de maintenant, c'est quoi? C'est ni plus ni moins des propriétaires. Maintenant, c'est des jeux de cartes, des jeux de rôle, je crois. C'est plus ni moins des fans qui ont de l'argent. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est des fans de catch américain. On voit que de l'indie américain maintenant. La New Japan, c'est qui? C'est pratiquement tous ceux de la Californie. C'est Rocky Romero qui a ouvert la porte. Ouais. C'est un des premiers. Il a mis tous ses potes de Californie, Alex Koslov, les Young Bucks et compagnie. Moi, je vois pas de catch japonais, pratiquement. Après, tu as toujours les grosses stars comme Shinjuku Nakamura, que lui, je pense que c'est un des meilleurs japonais. Et les restes, Tanahashi qui était toujours là et tout, quoi. Mais sinon, la plupart, c'est que des Américains. Moi, je vois que du catch américain. Je vois plus de catch japonais. Déjà, si on regarde bien ce qui veut dire le strong style, parce que beaucoup parlent de c'est quoi le strong style, c'est pas ce qu'il y a à la New Japan, le strong style. À la base, le strong style, c'est plus même du shoot. Et donc, par rapport à l'exportation, oui, c'est sûr du strong style. Parce que il faut pas oublier que le Japon, c'est le pays des arts martiaux. C'est là qu'est été fondé le judo, le karaté, l'aïkido, le K1. Il y a eu tous les sports, tous les arts martiaux d'armes à Okinawa, d'où viennent les Tortues Ninja là, avec les 4 armes différentes, ça vient d'Okinawa. Donc il y a une grosse tradition martiale avec les samouraïs et tout, avec le contexte de guerre qu'il y a eu là-bas. Donc le catch là-bas est considéré comme un art martial. Donc c'est ça qu'il faut voir aussi. C'est qu'aux États-Unis, le catch est considéré comme un spectacle. Là-bas, un art martial. Donc les personnes, c'est pas la même façon de s'entraîner, c'est pas la même vision des choses. Et donc une vision change d'un pays à l'autre par rapport à la culture. Donc ça aussi, c'est difficile à vendre aussi. Après, par exemple, le polémique, beaucoup de personnes disent pourquoi la CMLL, on ne le voit pas ailleurs, on voit qu'au Mexique et tout, que c'est très dur à trouver des shows, parce qu'en fait, tout simplement, ils s'en foutent, ils n'ont pas envie de... C'est un sport traditionnel à eux, il y a plein de sports, par exemple, traditionnels. Moi, je viens de Sète, il existe les joutes sur eau, et c'est un sport traditionnel de Sète, ils veulent pas le développer ailleurs, parce que ils voient ça comme un sport folklorique. Et c'est exactement la même chose pour ce que la lucha libre ou le puroresu traditionnel. Justement, par rapport au shoot wrestling, il y a un catcheur qui monte pas mal en ce moment, c'est Daisuke Sekimoto que tu as déjà affronté. Est-ce que tu penses qu'il est vraiment au-dessus du lot ou Sekimoto, premièrement, avant tout, il est vraiment gentil, c'est une personne vraiment adorable, très simple et humble. Et ça, c'est pas du shoot wrestling ce qu'il fait. Lui, c'est du clutch classique strong style. Ça veut dire c'est que des cordes à linge où il te déboîte le visage, des souplesses dans l'axe, c'est un tour chacun, quoi. Ça, c'est vraiment le catch japonais classique. Et oui, c'est un des plus forts. Je veux dire, c'est pas le plus fort. Il y a plein de personnes. Il y a tellement de Japonais qui sont forts. Je peux même pas en faire une liste. Il y a des même moins connus qui sont très forts. Même en Europe, comme j'ai dit, et même en France. Mais je veux dire, Sekimoto, ce qu'il a de spécial, c'est que c'est vraiment un monstre de la nature, quoi. Il est infatigable et c'est un bosseur. Et tous les nombres de shows qu'il enchaîne aussi, et il est toujours là. Ça fait quand même, je crois qu'il m'a dit, ça fait presque 15 ans qu'il est à la Big Japan. Plus les shows qu'il fait la Noah de partout, il est toujours en forme physiquement. C'est ça aussi, le catch c'est du long terme aussi, de voir les personnes qui sont là et qui restent là et qui perdurent. Moi je trouve que je le mets dans le top 3 des meilleurs du moment, quoi, et il le mérite. Et bon, regardez, il n'est pas à la New Japan. On a parlé du Mexique, du Japon, mais tu as également catché au Guatemala. Comment ça se passe le catch là-bas au Guatemala? En fait, au Guatemala, il y a 2 fédérations de catch. Il y a une fédération de catch indépendante qui est plus ou moins avec les personnes de la AAA. Et après, il y a l'Arena Guatemala Mexico, qui est sous la CMLL, qui envoie beaucoup de personnes de la CMLL. Bon, moi, j'ai eu la chance d'y aller avec... il y a eu aussi Nozawa qui avait été là-bas comme japonais. Et donc, j'ai été là-bas En fait, c'était le lendemain que j'ai gagné la ceinture WWA. C'était un samedi que j'avais gagné, un samedi soir. Et le dimanche matin, je suis reparti pour le Guatemala pour faire cette ceinture de l'Arena Guatemala-Mexico, que la fédération s'appelle la FMLL, la Fédération mondiale de lucha libre, Fédération mondiale des lucha libre. Et il y a une bonne anecdote, c'est que la ceinture, en fait,
elle est rendue en hommage, elle s'appelle champion du monde, la ceinture. Elle a un nom français, parce que c'était un Espagnol qui a gagné la ceinture à l'époque de champion du monde de la Fédération française de lutte, quand le catch était sous la Fédération française de lutte. Donc, il est venu après, il a gagné la ceinture, et après, il est allé bouger au Guatemala pour catcher, il est resté là-bas. Il a plus bougé, donc la ceinture, elle est restée là-bas. Bon, lui, la ceinture, il a plus remis en jeu, il l'a gardé chez lui, quoi, la famille, hein. Et donc, en hommage, ils ont gardé cette ceinture-là, ils l'ont dénommé champion du monde. Et donc, c'était pour cette ceinture-là que j'ai combattu, que d'ailleurs, André Géant, une fois, a fait le tournoi aussi pour cette ceinture-là. Et bon, le catch de guatémaltèque, c'est pareil que le catch mexicain, hein, c'est exactement pareil, parce que le Guatemala, déjà, c'est la frontière du Mexique au sud. Donc, au nord du Mexique, par exemple, le Mexico City, c'est des Aztèques. Au sud du Mexique, c'est des Mayas. En Guatemala, c'est des Mayas aussi. Donc, c'est la même culture, quoi. C'est les mêmes personnes. Et c'est la même lucha libre, quoi. Et ça se vit pareil. Hein. Sauf que, bien sûr, c'est pas un sport national qu'au Mexique, donc il y a moins de fans. Maintenant, on va faire un petit arrêt sur le continent africain, puisque je sais que tu as catché au Cameroun. Est-ce que tu peux nous raconter cette expérience? Parce que je sais que le catch dans ce pays, ça marchait plus très fort, et notamment une fédération qui était assez désorganisée. Qu'est-ce que tu as pensé de cette expérience? Ouais, ben écoute, c'était cette année aussi encore, hein, enfin l'année dernière, pardon, maintenant en 2015. Ben, c'était en mois de juin, et c'était pour un jubilé de la star nationale du catch camerounais, Super Makia, donc qui m'a invité. Et en fait, j'ai fait le combat, le main event, contre lui et Bambi Killer. Et j'étais avec le champion du Cameroun. Donc par rapport à l'organisation, c'est sûr que c'est pas l'organisation japonaise, ça c'est clair. Après c'est l'organisation à l'africaine, hein. Donc c'est-à-dire tout un peu plus ou moins au dernier moment, quoi. Mais très très bien traité, très bons hôtels, bons repas. C'est vraiment une expérience énorme, quoi, parce que être en Afrique noire et catcher, c'est vraiment une expérience que je voulais à tout prix vivre. Et c'était génial, je m'en rappellerai tout le temps. Et du coup, ils sont venus, une marque, c'est ça qui est marrant, en voyageant, on rencontre des trucs qu'on n'est pas censé voir. Par exemple, ils sont venus des Finlandais, un groupe de Finlandais, une marque en fait de vêtements finlandaise. Et moi, je pensais que c'était un petit quoi. Et en fait, la marque de vêtements s'appelle Makia. Et ils ont su par hasard sur Internet qu'il y avait un catcheur qui s'appelait Super Makia. Ils ont dit, tiens, c'est intéressant, on va venir aller filmer le jubilé. Et en fait, là, du coup, ils vont sortir toute une collection pour cette année, au printemps, de vêtements. Et sur le thème de Makia, le catch. Et donc, j'aurai 2 t-shirts qui sortent à mon effigie. Et ce sera d'ailleurs en vente aux Galeries Lafayette de Lille. Sans doute, il sera dans d'autres Galeries Lafayette, mais il sera déjà celui-là. J'irai voir ça. Donc c'est quand même intéressant. Au Cameroun, on s'attend pas des choses comme ça, et finalement, c'est plus positif que ce qu'on pensait, quoi. C'est vraiment génial. J'ai beaucoup aimé, quoi. Du coup, de voyager un peu partout comme ça donne quand même une sacrée expérience. On voit ça, c'est particulier. Expérience professionnelle, ça suffit, parce que bon, c'est mon travail, donc travailler, quoi. Et après, expérience humaine. C'est sûr que je veux au Cameroun, c'est sûr que je préfère travailler au niveau des ligues, c'est mieux de travailler au Mexique qu'au Japon, quoi. Il y a pas photo. Mais d'aller au Cameroun et tout, c'est génial, parce que déjà, en tant que Français, mais après, il faut regarder le truc. Il y a combien de Japonais qui vont en Afrique? Ou combien de Mexicains qui vont en Afrique? Il n'y a personne, hein. C'est ça qu'il faut regarder aussi. Il faut pas oublier qu'il y a beaucoup de Japonais qui veulent bouger aussi. Parce que nous, on veut travailler dans les grosses fédérations. Mais ceux qui sont dans les grosses fédérations qui sont bloqués, par exemple, il y en a qui travaillent depuis 15 ans à la Big Japan, ils ne bougent pas de la Big Japan. Il aimerait travailler peut-être chez Inoki, ou il aimerait travailler chez Booster. Enfin, ça peut faire sourire, mais c'est ça, ils veulent voyager, les gens. Tout le monde veut voyager et être international, comme on dit, tu vois. Donc, venir en Afrique, c'était vraiment fabuleux, quoi. J'ai beaucoup aimé. En plus, c'est des gens très agréables, c'est gentil. Après, moi, on me disait, fais attention, parce que j'étais en contact, je catchais à l'époque avec la WXW, dont on a 2 champions français. Et donc, il me disait, fais attention, le Cameroun, c'est dangereux, on a été là-bas, ils sont armés et tout, c'est dangereux dans la rue et tout. Et je dis, tiens, c'est bizarre, ça. Il n'y avait rien du tout de dangereux, au contraire. Moi à chaque fois, je sors la nuit, moi, j'ai faim ou quoi, je vais faire un tour, je suis sorti à 2 heures du matin, j'ai eu aucun problème, hein. Il n'y a personne qui a des armes et tout, pas dangereux du tout, hein. Moi, je trouve ça, c'était fantastique. Très bonne expérience. Tu as dernièrement participé à une tournée en Israël dans le cadre de ton projet Luttons pour la paix. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de ce projet? Donc voilà, moi en fait, par exemple, moi déjà à la base, parce qu'il faut expliquer le contexte aussi de mon travail,
C'est ce que beaucoup de fans de catch ne savent pas. Moi, déjà, je suis lutteur olympique, je suis entraîneur de lutte. Et moi, je privilégie beaucoup le travail social par le sport, donc par la lutte et par le catch. Donc, par exemple, moi, à chaque fois que je catch, je donne beaucoup de stages et séminaires de lutte. J'en ai donné au Mexique, au Japon, j'en ai même donné à la Big Japan. Au Cameroun aussi, c'était ça le but aussi. Et donc, à chaque fois que je vais quelque part, je donne un stage. Pourquoi? Pour promouvoir la lutte pour les enfants, l'éducation par le sport. Et insertion sociale, entre guillemets, quoi. Parce que bon, c'est un travail sur du moyen au long terme, quoi. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, par exemple, quand j'étais au Mexique, j'ai déjà catché dans les prisons mexicaines. Il y a quelques photos aussi sur le Facebook, si vous pouvez voir. Donc, moi, j'ai travaillé dans les prisons mexicaines, dans des orphelinats. Quand j'étais entraîneur en Île-de-France, j'ai travaillé dans toutes ces petites banlieues, dans les centres sociaux et tout. Et donc, par rapport à Inoki, qui avait sa vision de promouvoir la paix, j'ai dit, tiens, c'est intéressant de développer sur ce thème-là et de voir ce qui peut se faire par rapport à Israël et la Palestine. Donc, c'est pour ça que j'étais là-bas en Israël. Enfin, déjà, il m'avait proposé de travailler. Moi, j'avais proposé de donner un séminaire, un stage que j'ai fait gratuitement et de proposer aussi de développer ça entre l'Israël et la Palestine. Donc, c'est pour ça que j'étais là-bas, quoi. Et bon, après, c'est très compliqué au final de pouvoir faire ça tout seul. Après, il y a trop de problèmes politiques et qui empêchent de faire le projet pleinement, quoi, à faire à suivre. Mais bon, j'étais là-bas et c'est aussi une bonne expérience, quoi. Après, c'est vraiment pas du tout le meilleur catch que j'ai eu. Justement, tu as catché un peu partout dans le monde. Quel est ton regard sur le catch en France? Il y a un truc qui est vraiment marrant dans mon expérience professionnelle, dans ma carrière, c'est que moi, j'ai jamais catché pour une fédé française. Donc, dire le catch en France, en fait, je connais même pas le catch en France. Moi, en France, j'étais en équipe de France de lutte gréco-romaine. Donc oui, des palais des sports, j'en ai fait plein, mais en lutte. J'ai fait le festival de Bercy pour le festival mondial des arts martiaux là, à Bercy. C'était en février 2014. Mais là, c'était pas une fédé de catch, quoi. J'ai été faire une démonstration de lucha libre, une exhibition de lucha libre. Et sinon, en France, j'ai catché pour la NWE à l'époque, la New Wrestling Evolution, où il y avait encore Ultimo Dragon, Pac et compagnie. Mais des fédérations françaises, je sais pas, j'en ai aucune idée. Moi, je sais qu'à l'époque, quand j'ai travaillé pour la NWE, il y avait du monde. Il y avait entre 2000 et 5000 personnes. Selon les shows, j'avais fait 8 shows en France, 2 tournées de 4 shows. Et j'avais fait quelques autres shows avec mais ça, c'était pour une fédé de boxe qui s'appelait le A1. J'avais fait une démonstration de show de wrestling, que j'avais rencontré Bob Sapp là-bas d'ailleurs. Et sinon, pour Bercy, après le catch français, j'en ai aucune idée. J'ai jamais été voir. Du coup, si tu recevrais, je sais pas, dans prochaines semaines ou mois, des coups de fil genre de l'ICWA ou la FFCP, donc Booster ou Marc Mercier, est-ce que tu considérais leur offre, tout ça, ou est-ce que vraiment, toi, tu préfères voyager vraiment pour ta carrière dans le catch? Moi, je préfère, comme j'ai dit, le catch wrestling, la lucha libre. Ça, c'est ce que je préfère. Après, catch en France, je dis pas non, moi je suis pas une personne qui suis fermée et qui va dire ça c'est mieux ici que là-bas. En France, il y a des bonnes petites fédérations, Booster a fait du bon travail, la Wrestling Star a fait du bon travail. Et moi quand j'ai fait des extras avec la WWE, William Regal il me disait il avait travaillé pour Flash Gordon. Donc je veux dire, ça veut dire qu'il a quand même un petit CV, quoi, même si on en pense du bien ou du mal. Ça c'est autre chose. Après, ça c'est subjectif. Marc Mercier, non, ça me dit pas. Je veux dire, parce que voilà, on retourne encore le truc. Fédération, ça veut dire quoi? Fédérer, avoir plusieurs clubs, c'est pas du tout une fédération. C'est une marque en fait, ça s'appelle FFCP, mais ça veut pas dire ce que les termes veulent dire. Je veux dire, la FFCP, moi je vois rien du tout, hein, qui existe. Moi, en parlant de fédération, moi je vois pour l'instant la ICWA, la Wrestling Star. Après, je vois plus comme un club sportif. Ils font des choses. Après, oui, je suis ouvert. Après, je suis ouvert aussi à faire du travail. Moi, je suis à faire du travail productif. Après, être ouvert à faire n'importe quoi, ça ne m'intéresse pas non plus. Et peut-être que ça ne les intéresse pas non plus à eux, quoi. Je veux dire, moi, je suis lutteur, j'offre mes services, et le promoteur, c'est le patron, hein, c'est lui qui paye et qui donne le travail. Enfin, qui offre le travail. Est-ce qu'il y a des pays où tu n'as pas encore combattu et où tu aimerais te produire dans les prochaines années? Oui, il y a énormément de pays que j'ai pas combattu. Hein. J'ai pas été au Canada. J'ai plus encore l'opportunité d'aller au Canada. Après, c'est un peu au point mort au Canada aussi. Parce que moi, je vis du cash, donc il faut que ce soit rentable. Je vais pas aller quelque part pour dépenser. Ça m'intéresse pas du tout. Après, des endroits, bon, mon objectif, c'était surtout
le Mexique, le Japon. Là, retourner aux États-Unis, j'ai quelques plans pour retourner aux États-Unis. Je devais voir pour Lucha Underground, mais il faut que je règle quelques trucs au niveau de papier de travail que j'ai pas refait, que j'ai pas remis à jour et j'ai pas le temps cette année. Donc peut-être 2016, quoi, États-Unis, bon, ça m'intéresse. Après, ou le Népal, je pense sans doute catcher au Népal cette année. Donc ça, c'est un truc intéressant. Pourquoi? Parce que c'est le Népal encore symbole du bouddhisme, de la paix. Et bon, c'est les montagnes, quoi. Catcher sur le toit du monde, c'est intéressant, quoi. Surtout qu'il y a beaucoup de shows jusqu'à 20 000 personnes. Ça, personne ne le sait. Donc c'est intéressant de le faire découvrir. Et en même temps que moi, je découvre la culture. La Chine aussi ou l'Australie, peut-être. Comment? Peut-être la Chine aussi ou encore l'Australie qui pourrait être intéressant. La Chine, je devais aller en Chine en novembre parce que Inoki, il a aussi un dojo et des bureaux en Chine. Donc en Chine, ça à faire. Je sais pas quand ils iront en Chine. Et oui, la Chine, ça à faire. Le Pakistan aussi, l'Inde. En fait, le marché du catch, il est énorme. Hein. Le Chili, l'Argentine. Il y a beaucoup de catch en Argentine. Hein. D'ailleurs, un truc, une petite anecdote encore que personne ne sait, enfin, très peu de personnes ne sait, c'est qu'il y a des gros films au cinéma qui sont sortis. En fait, il y avait une fédération qui s'appelait 100% Lucha, 100% Lucha en Argentine, qui a tellement marché qu'ils ont fait un film au cinéma, qui a cartonné. Donc, ils ont fait 2 films au cinéma qui sont sortis au cinéma. Et en fait, c'est le seul pays, c'est un des seuls pays où la fédération locale est passée en rating la WWE. Donc, il y a même Shane McMahon qui est allé là-bas sur place. Je dis ça en fait parce que j'ai découvert ça par hasard par rapport à un ami qui avait des photos avec Shane McMahon. J'ai dit, tiens, tu as travaillé pour la WWE? Il fait non, il était venu là-bas parce qu'il voulait voir pourquoi eux, ils dépassaient les ratings de la WWE. Et il disait qu'il voulait collaborer avec eux. Et en fait, c'est là-bas qu'il a piqué le personnage de Kofi Kingston, qui a eu l'idée. Donc voilà pour l'anecdote. Ah bon. 100% Lucha. Et ils ont fait des ratings énormes. Ils ont même rempli un stade de 40 000 personnes. Eh ben, quand même, oui. Mais bon, maintenant, c'est vrai elle n'existe plus. Elle n'existe plus? Elle n'existe plus parce qu'ils ont changé de directeur de la chaîne et le nouveau directeur ne veut plus mettre du catch. Donc du coup, c'est comme NT1 ça s'est arrêté du jour au lendemain, quoi. Ah ouais, hélas. C'est dur. Hein. C'est un peu comme Catch Attack sur NT1, quoi. C'est un peu différent. Dans le même genre. C'est pas le même genre, mais c'est un peu pour la blague. Tout est relatif. Oui. Vincent. Alors, tu n'es pas très actif sur Twitter, mais tes derniers tweets remontent à décembre 2010, où tu as eu quelques échanges de tweets avec Jeff Jarrett à propos d'un match au Zénith de Paris. Est-ce que ça s'est fait ou parce qu'on n'a pas aussi d'informations sur le match? Si ça se serait fait, je pense que ça se serait su. Non, ça s'est pas fait. En fait, moi, à la base, par exemple, je voyais que tout le monde utilisait le Twitter à l'époque. Enfin, même maintenant. Donc j'ai dit, tiens, je vais faire un coup de buzz, quoi. Et le truc, c'est qu'il a répondu, quoi. D'ailleurs que maintenant, je suis en communication depuis un bon moment, avec Jeff Jarrett. Mais bon, sur d'autres sujets. Et à cette époque-là, le but, c'est que lui, il avait une gimmick où il caricaturait un peu le Free Fighter. C'était à l'époque où il mettait beaucoup de gimmicks de MMA, quoi. Que même Kurt Angle s'est mis à faire des combats de catch MMA, quoi. Ça n'a pas trop marché, d'ailleurs. Et donc, il devait affronter dans chaque pays une personne hein, quand il voulait. Donc, c'est par rapport à ça. Tiens, il va aller en France. Pourquoi pas, quoi. Il fallait tenter, quoi. Et après, bon, ça s'est pas fait, quoi. Il y a pas eu de suite. Après, je sais pas ce qu'il en pensait. D'ailleurs, en plus, j'ai revu Jarrett. On n'a même pas parlé de ça depuis, quoi. Et après, il a affronté en Angleterre Johnny Moss. Je me rappelle. À l'époque, ça date, ça. Hein. Ouais. Et du coup, tu dis que tu es encore en contact avec Jeff Jarrett, qui en ce moment est en pleine promotion pour la Global Force Wrestling. On l'avait eu en interview récemment. Est-ce que du coup, ça t'intéresse peut-être de participer à la Global Force Wrestling ou... Peut-être pas, je sais pas. Moi, je suis indie, quoi. Donc, ça m'intéresse de catcher où il y a du travail, quoi. Et de faire du bon travail. Après, de sa fédération, pour l'instant, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a rien, quoi, encore. Hein. Wrestle Kingdom, c'est New Japan, hein. C'est pas... Oui, bah oui. Hein. Ça, tout le monde le sait, ça. Si ça se développe, en tout cas. Est-ce que tu en as parlé avec... Donc voilà, déjà, une fédération qui dit fédération, on dit roster, déjà. Ouais. Il est chaud. Donc, jusque-là, il y a rien, donc j'attends de voir. Déjà, lui, il était censé venir faire le show en Corée du Nord, en fait. Et à ce moment, il a signé le New Japan, donc on l'a pas vu, quoi. Et oui, on va voir. Après, moi, je suis ouvert à du travail, hein, comme tout le monde. Hein. Après, faire du bon travail. Après, c'est toujours intéressant, quoi, au niveau publicité ou quoi. C'est les États-Unis. Les États-Unis, c'est ça qui est marrant aux États-Unis, parce que même une fédération, entre guillemets, excusez l'expression, de merde, on dit que c'est les meilleurs, quoi. Je veux dire, quand on parle de Evolve ou de la Ring of Honor,
Il y a qu'une personne qui remplit la Ring of Honor, 500 personnes au maximum, je sais pas combien ça remplit. C'est combien le plus gros pay-per-view de la TNA? 7000 personnes. Ça, des shows comme ça, il y en a plein au Mexique. Hein. Des shows comme ça, il y en a plein au Japon. Ça, c'est les gens qui se rendent pas compte. Ça, c'est mais on voit la réalité, l'influence commerciale qu'ils ont les États-Unis. C'est comme on reparle du film The Interview. Ça va pas gagner un Oscar, les interviews, hein, mais ça fait buzz. Ça fait beaucoup plus de buzz qu'un très bon film français, par exemple. C'est vrai. Donc c'est la réalité des Américains. Tout ce qu'ils font, ils savent le vendre. Et au niveau marketing, ils sont à la pointe. Donc même un petit truc, une petite fédé, regarde les Chikara. Je regarde comme tout le monde, je lis sur les forums, je lis les news sur Internet. Je vois sur les news françaises, on parle que de l'Indie US, que de la Chikara et tout. Combien j'ai fait de shows au Mexique où il y a 5000 personnes, 7000, 10 000, on n'en parle même pas, quoi. Rien du tout. Peut-être une ligne. Après, ils ont des moyens de diffusion un peu plus accessibles, je pense. C'est pour ça. On retrouve plus facilement de l'indie US sur Internet que de l'indie mexicain. Oui, voilà. Ils sont très forts au niveau commerce. Ils savent se vendre, quoi. Ils savent vendre leurs produits, quoi. Et c'est qui les rois de la mondialisation? C'est qui a inventé la mondialisation? C'est les Américains, hein. C'est pas les Français, hein. Et les Mexicains. Donc voilà, par rapport à ça, ils sont très doués. Mais après, il faut voir la réalité. Le truc, c'est que une fédé comme la Ring of Honor, il y a des très bons catcheurs, là. J'en parle pas, mais on parle en termes de business et de réalité économique. C'est pas eux qui font le business, hein. Derrière la WWE, il n'y a pas de fédé américaine. Derrière la WWE, c'est direct les Mexicains et les Japonais, hein. Faut pas se voiler la face. Donc après, on me parle de Chikara, ou quelquefois je regarde des résultats de fédérations que je connais même pas américaines. Alors, il y a 100 personnes, 200 ou 400 personnes, et c'est toujours les mêmes catcheurs qu'on parle. Je veux dire, au moment, je pense que les news internationales doivent être un peu plus complètes, quoi. Après, c'est difficile. Enfin, je parle un petit peu en connaissance de cause. C'est difficile d'aller chercher les infos parfois, je pense. C'est peut-être pour ça. C'est justement vu qu'ils savent se vendre, plus facile d'en parler. Justement, on revient toujours au même point que le marketing est meilleur. Après, il y a la barrière de la langue aussi, quoi. Il y a plus de monde qui connaît l'anglais que l'espagnol et encore le japonais. Mais moi, je parle pas japonais, quoi. Je veux dire, à partir de là, c'est vraiment compliqué, quoi. Ça, c'est sûr. Après, par exemple, comment je parle du catch mexicain, ça passe quand même. Les gens, ils se rendent pas compte. Déjà, la population mexicaine, c'est énorme. C'est beaucoup plus grand que la France, déjà. Il y a 32 États et ça passe sur des chaînes nationales. C'est comme si on disait le TF1. Et c'est des chaînes plus grosses que le TF1. Mais ça, c'est des choses que, vu de l'extérieur, on se rend pas compte, quoi. Par exemple, au Mexique, tous les jours, les journaux comme Le Monde ou d'autres, enfin, El País, des journaux de là-bas, quoi. Le Reforma, ils ont des pages de catch, quoi. Parce que là-bas, c'est vu comme un sport. Donc, ils ont toujours une page de résultats du catch. T'as 3 magazines de catch chaque semaine, plus 6 journaux, plus à la télé, pratiquement toujours, il y a du catch, avec des journaux télévisés qui parlent du catch dans les news. Je veux dire, ça, c'est un truc qu'on voit pas ailleurs. On le voit même pas aux États-Unis. Hein. Ça, c'est sûr. C'est vrai que on parle toujours il y a toujours ce comparatif comme quoi le catch aux États-Unis c'est un divertissement, au Mexique c'est une religion, au Japon c'est un sport. Enfin voilà, ça c'est vrai qu'il y a plusieurs facettes du catch. Après aux États-Unis, franchement, aux États-Unis c'est la WWE. À part la WWE, il y a rien du tout. Hein. Oui, c'est clair. C'est que la WWE qui est remplie, quoi. Je veux dire, il faut être clair et net. Hein. Et même la WWE, si on sort du produit Raw ou SmackDown, par exemple, moi je regarde, j'aime bien la WWE, hein, moi j'aime bien tout. Même si je suis pas vraiment un gros fan, j'aime bien regarder, ça m'intéresse. J'aime bien du spectacle, comme j'aime bien regarder la musique, j'aime bien regarder la WWE aussi, quoi. Je regarde par exemple NXT. On parle de NXT. Donc, il y a combien de personnes qui sont abonnées à NXT soi-disant, et en plus c'est un des derniers programmes vus sur le WWE Network. C'est un des derniers programmes vus. C'est pas le programme le plus vu. C'est que les marques qui regardent. Les marques, ça représente combien de personnes sur le marché? Ça représente personne. Les marques, c'est ceux qui ne payent pas déjà. En général, les marques, c'est que ceux qui regardent sur Internet et qui donnent leur point de vue. Comme si c'était des spécialistes qui ont travaillé depuis des années dans le milieu. Enfin, c'est ça en gros des marques. Ouais, c'est un peu je veux dire, sans critiquer. Je veux dire, moi je suis pas aussi. Hein. je dis c'est un peu nous parce que on fait tout ça. Là, on regarde. Non, après je critique pas. Je veux dire, une critique, elle doit être fondée, une critique. Oui, oui. Qu'elle soit positive ou négative, elle doit être fondée. Critiquer pour critiquer, ça n'a pas de sens, quoi. C'est ça que je veux dire, quoi. Non, mais c'est vrai que y en a qui payent, et ceux qui payent ne regardent pas forcément NXT, et c'est pour ça qu'on voit une grande différence entre le passage de NXT au roster principal. Il y a quand même un public qui est différent. Même le public sur place, à la full sale. Quand Pac et Générico ils se sont ramenés à Raw, personne ne les connaissait. Hein. Ça veut dire que la NXT, elle est vue par qui?
Parce qu'on parle encore des NXT, là, Takeover ou quoi. Moi, je trouve que c'est super ce qu'ils font, hein, c'est bien. Parce que c'est excellent. ça montre que... Parce qu'à l'époque, c'était que des physiques bodybuilders. Maintenant, on a plus des vrais physiques de catcheurs ou, on va dire, de personnes qui sont normales, comme nous. Comme moi, du moins. Donc, ça fait plaisir de voir des personnes comme ça qui catchent là-bas et qui puissent être sous les projecteurs, sous la lumière, quoi. Ça, c'est bien. Après, quand je pense au niveau professionnel, au niveau business, il y a quand même une personne qui regarde un show, quoi. À un moment, je me faisais rire quand je regardais les forums, ils ont super augmenté, ils sont passés de 100 à 140. Ça me fait rigoler quand j'entends des trucs comme ça. De 100 à 140, ça veut rien dire. Après, il y a combien de tickets gratuits aussi? Les Américains, ils sont spécialistes pour faire des tickets aussi. Donc, c'est ça. Surtout que NXT, c'est la full sale, c'est des enregistrements dans une université, donc c'est possible quoi qu'il y a pas mal d'étudiants. Ouais. Oui, voilà. Déjà, il y a pas mal Par d'étudiants exemple, qui l'année travaillent au niveau dernière, de la en décembre, production, tout j'étais ça. pour faire les camps à NXT. J'étais au W Performance et j'étais avec Ricochet d'ailleurs. 3-4 jours là-bas. Et donc tout le monde dit c'est le plus gros centre d'entraînement au monde. Il y a 7 rings, il y a une salle de crossfit de muscu. Excusez-moi, hein. Tu vas à Mexico City, t'as plein de salles. Moi je m'entraîne dans une salle qui s'appelle Concreto Gym. C'est le gymnase latino-américano à l'époque. C'est là où il y avait les entraîneurs de la AAA. T'as 3 rings de boxe et 3 rings de catch. Et une salle de muscu énorme. Et ça, c'est juste une petite salle, quoi, privée, quoi. Où tu payes d'euros pour t'entraîner, quoi. Et dedans, t'as qui t'entraîne? Skydeck, c'est un entraîneur de la Chica, la Ring of Honor qui est passé. T'as Pepe Casa, c'est le Tropique, c'est une grosse légende que c'est l'entraîneur de la AAA. El Apache, t'as le père de Robin Tulguera, qui a Forza Guerrera, Pirata Morgan, t'as que des grosses légendes. Et ça, pour 2 euros, quoi. Je veux dire, après, moi, on me fait rigoler, on me parle de William Regal et tout. Oui, ils sont très forts. On va pas faire croire que c'est le meilleur catcheur du monde non plus. Hein. Je veux dire, William Regal est très fort en chain wrestling. À la WWE, en chain wrestling au Mexique, c'est pas le plus fort du tout. Hein. Ils en rigolent. Hein. Donc voilà, après il faut regarder le contexte. Les Américains vont vendre comme le plus gros centre. C'est normal, ils ont investi des millions. Donc il faut dire que c'est le plus gros centre. Pour montrer que c'est le plus gros centre, à chaque mois on fait des essais aux meilleurs catcheurs entre guillemets du monde. Donc après on veut dire, voilà, les meilleurs catcheurs veulent venir chez nous. Oui, bien sûr, qu'est-ce qu'ils veulent les catcheurs? L'argent. Après de dire que c'est le meilleur centre, ils ont formé personne. On regarde NXT maintenant. Ceux qui vont sortir, Pac, Jenny Rico, je leur parle le nom d'avant, David ou maintenant Kevin Steen, c'est des personnes qui savent catcher depuis une dizaine d'années déjà. Bah, on voit ce changement depuis Daniel Bryan. Qui ont été formés par la WWE. Donc là, c'est là qu'on voit que leur concept, il est un peu mâché quand même. Hein. Le seul centre qui a marché à la WWE, c'est l'OVW. Hein. Il n'y a rien eu d'autre. Hein. Tout le reste, ça n'a pas marché. Le VW fonctionnait bien pour former des catcheurs VVE, mais après il y avait, en fait depuis Daniel Bryan, je pense qu'ils se tournent de plus en plus vers le monde indépendant. Ils ont l'air de dire, ils savent plus former. En fait. Cesaro, en fait, tous ceux qui savent catcher à la WWE, ils n'ont pas été formés par la WWE. Donc ça veut bien dire qu'il y a une crise quand même, c'est qu'ils ne savent pas former les gens, quoi. Donc après, quand j'entends par exemple que c'est le meilleur centre, ben, c'est pas le meilleur centre si c'est pas formé des gens. Parce qu'une personne qui marche pas à la WWE, qui ressort sur le circuit indie, elle trouve du travail où? Elle en trouve pas au Mexique, au Japon pratiquement. Au Japon, on regarde par exemple au Japon, c'est très dur pour tout le monde. Même une personne comme Shelton Benjamin, que moi je considère comme un des meilleurs catcheurs qu'il y a eu à la WWE, même lui, il fait même pas les main events à New Japan. Donc pour dire que c'est compliqué aussi de sortir la WWE. Donc si en plus c'est même pas les meilleurs qui sont forts, qui sont des purs produits de la WWE, professionnellement en dehors, c'est galère. Hein. Du coup, tu disais que tu étais allé au Performance Center. Il y avait des rumeurs comme quoi c'était un try-out de la WWE en 2013. En fait, du coup, tu avais une chance de rentrer à la WWE ou pas, en fait? Ou est-ce que c'était... À partir du moment où tu fais des essais, à partir du moment où tu fais des essais, c'est quand c'était des essais, c'était clairement des essais. Chance, quoi, oui. Après, moi, personnellement, comme tout le monde, c'est sûr, on te demande d'aller à la WWE, je vais pas dire non. Si on paye bien. Déjà, si on paye des millions, je vais pas dire non. Hein. Si on me demande d'être le nouveau John Cena, je vais pas dire non. Personne va dire non, ni vous. Après, le truc, c'est quoi? Après, il faut être aussi terre à terre. Moi, en fait, c'était en mi-décembre que j'avais été là-bas. C'est après avoir fini ma saison au Mexique, j'étais très fatigué et tout. On m'envoie un mail pour aller là-bas. Je vais pas dire non, je vais pas dire je suis fatigué, excusez-moi la prochaine fois. C'est des choses qui se refusent pas. C'est des expériences qui se vivent une fois, quoi. Ou quelquefois, on ne sait pas ce qui arrive dans la vie, donc on peut pas se refuser. Il y a des personnes qui rêveraient de mettre un pied là-bas, comme moi aussi j'ai rêvé, je vais aller voir sur place comment c'est. Moi, à la base, mon rêve à la base, quand j'étais petit, c'était le WCW Power Plant. Et là, ça n'existe plus.
Le Performance Center, j'ai dit, tiens, c'est le nouveau Power Plant, on va aller voir sur place. T'es payé, t'es nourri, t'es logé, on te paye l'avion. Je veux dire, je vais pas me plaindre. Une semaine aux frais de Vince. Mais vas-y, tu fais plaisir. En même temps, j'avais jamais été en Floride. Moi, j'habitais à l'époque en Californie. J'avais jamais été en Floride, donc c'était intéressant, quoi. Après, j'ai rien appris. J'ai même pas montré du catch, hein. C'est que des exercices de prépa physique, quoi. Ah oui, faire des pompes. Faire des pompes et faire des squats, ça ne dit pas si t'es bon catcheur, hein. Et donc c'est quoi, l'essai n'a pas été concluant ou c'est toi qui as voulu quitter le centre? Non, mais déjà ça dure une semaine, ça dure 3-4 jours. Je veux dire, le centre tu le quittes une fois que c'est terminé, quoi. Tout organisé, tu mets en fait, 7 jours et tu pars rappelé, jours. Non, elle n'aura pas rappelé. À la base, ils m'ont dit, je vais faire un saut poids léger. Il y a jamais eu ce saut poids léger. Qu'on en a parlé même sur Internet. Ah oui, en effet. Des mois, voire des années. Ouais, c'est vrai. Il y a pas eu ils n'arrêtaient pas de parler d'une réinstauration de la ceinture, tout ça, ouais, c'était assez... Ils voulaient même faire un show spécialement des poids légers. Moi, c'était ça mon idée que j'avais en tête. Je dis, tiens, pourquoi pas, on va voir. Après, on voit que sur place, on voit qu'ils savent pas ce qu'ils veulent. Ils savent pas ce qu'ils veulent. Donc, à partir du moment où ils savent pas ce qu'ils veulent, c'est un peu dur. Du coup, c'est un objectif qui s'est effacé ou... L'objectif d'aller à la WWE, il est toujours présent ou c'est... Non, moi ça me... Regarde, je vais être franc, la WWE, oui, c'est le plus gros business qui est en catch. Moi, je suis un hybride wrestler. Par exemple, là, le 29 mars, j'ai un combat de MMA, de free fight professionnel. Après, moi, si par exemple, je peux intégrer l'UFC, je vais pas dire non. Je préfère aller à l'UFC qu'à la WWE. Ils ont beaucoup plus de rating à l'UFC qu'à la WWE en ce moment. Et à l'UFC, je peux montrer beaucoup plus une clé de catch wrestling que le montrer à la WWE où je vais rien faire. Je veux dire, il faut regarder. Moi, j'aime bien aussi, parce que voilà, après, il y a le contexte de la politique. Moi, ça m'intéresse pas, la politique. Je veux dire, j'ai pas le temps à perdre que des personnes décident pour savoir si c'est oui ou c'est non. Ou de toute façon, ils te disent jamais non, ils te disent on verra ou je sais pas quoi. Que tu vas combattre, c'est toi qui commandes, c'est toi qui gagne, c'est le plus fort qui gagne et c'est terminé, quoi. C'est ça aussi tout le problème du catch moderne. Par exemple, les polémiques, lui il est bon, lui il est pas bon, moi je suis le meilleur, moi je suis ci. Mais oui, tout le monde se croit le meilleur. Parce qu'à partir du moment où c'est du show, tout le monde se prend pour un vrai combattant. Donc tout le monde va critiquer l'autre. Mais quand tu vas dans une cage, il y en a qu'un qui est fort. Hein. C'est celui qui gagne. Donc voilà, il n'y a pas de polémique sur ça. Donc moi, la WWE, c'est pas une fin en soi. Oui, après, voilà, par exemple, admettons, je signe à la WWE, qu'est-ce que je vais faire? Je vais à NXT, je vais rester combien de temps? Est-ce que je vais passer à la télé? On voit déjà, il y a des Français déjà sur place. Hein. Ouais, Sylvester Lefort et Marcus Louis, ils ont beaucoup de mal à percer. C'est compliqué. Après moi, par exemple, ce que j'ai entendu parler de Tom Lefort, il est pas mauvais. Hein. Il y en a plein qui disent qu'il est très bon, il a un bon charisme et tout. Après, c'est des choses qui dépendent pas de lui, ça dépend avec qui il s'entend. Moi, quand j'étais là-bas, je me suis embrouillé avec Bull de Motte déjà. Donc, tu t'embrouilles avec Bull de Motte, déjà, t'es mal parti. Hein. C'est clair. Donc, tu restes un peu aux oubliettes. Par exemple, moi, je connais très bien le frère de Doscara Junior, d'Alberto Del Rio, son frère. Même et à ce moment-là, Del Rio, il était champion de la WWE. Et même pour son frère, c'est galère. C'est galère pour tout le monde. Même je crois que John Cena, il a eu des problèmes pour son frère, je crois. Même Kurt Angle à une époque. Donc, c'est très compliqué, c'est très politique. Et moi, après, on ressent aussi, moi, j'ai ressenti personnellement des problèmes de racisme. Après, je sais pas si c'est vrai ou pas, ou si c'est dans ma tête. Mais j'ai ressenti que être étranger, c'est pas la même chose, quoi. Peut-être ça m'aurait aidé d'être grand blond yeux bleus, ça c'est sûr, c'est de partout. Après, c'est pas mon cas, et là, je peux pas changer sur cet aspect-là, quoi. Mais je veux dire, voilà, c'est politique, c'est très politique. Moi, je fais pas de la politique, moi, je suis un sportif. C'est le débat du plafond vert, quoi. Voilà, il y en a qui se voient comme plus des acteurs ou entertainers. Après, oui, moi je fais du divertissement parce que n'importe quel sportif du divertissement. Il faut savoir que sport, ça veut dire divertir, à la base. Si on regarde bien sur le dictionnaire, l'étymologie du mot. Donc oui, moi je suis là pour divertir, mais je suis un sportif avant tout, je suis un athlète. Donc moi j'aime performer, mais j'aime aussi les challenges, montrer de quoi je suis capable. Dans ce contexte-là, on peut pas montrer de quoi on est capable. Déjà, rien que par rapport aux essais, on fait pas de catch. Donc si je catch pas, qu'est-ce que je vais montrer? Moi, je suis payé pour faire du catch, je suis pas payé pour faire des exercices de crossfit. Hein. Bon, ben là-dessus, je pense on a terminé, on a fait le tour de nos questions en tout cas. On te remercie énormément d'être venu parce que voilà, et d'avoir donné autant de réponses, quoi. Parce que c'est vraiment très très précis et très nourri les réponses que tu nous as données. Après, moi, mes réponses, bien sûr, c'est complètement subjectif, c'est par rapport à mes pensées personnelles.
Ah, mais de toute façon, c'est le but. C'est le but, c'est de donner la parole, quoi. Voilà. Mon vécu au Mexique serait peut-être pas la même chose qu'une autre personne qui a vécu là-bas, qui a travaillé là-bas. Donc moi, je pense comme par rapport à ce que j'ai vécu. Après, je sais, moi, par exemple, par rapport au catch au milieu, je pense pas être au-dessus d'une autre personne. Je pense pas être le leader, par exemple, du catch en France ou des catcheurs français ou quoi. Je fais juste mon travail comme je pense que je dois le faire, quoi. Et où je dois le faire. Et après, par rapport aux autres, avant qu'on parlait sur le catch français, moi, ça m'intéresse aussi de développer le catch français, quoi. Mais à ma façon, bien sûr. Après, chacun a sa vision des choses. Et peut-être une considération... comment ? Ce qui est souvent le problème du catch français, c'est que tout le monde a sa vision et du coup, c'est assez difficile de les réunir. Oui, exactement. Mais bon, ça, c'est un peu de partout pareil. Hein. Au Japon, ils ont chacun leur vision. La Dragon Gate, voilà. C'est de la voltige. L'IGF, ça ressemble à du MMA. La Big Japan, ça se coupe dans tous les sens de cicatrices, donc c'est complètement différent, mais ils arrivent quand même à travailler ensemble plus ou moins quelquefois. Moi, je pense qu'en France, le problème, à l'époque, c'était sur la fédération, ça c'est mon point de vue, hein. Ça n'engage que moi. Oui. En France, à l'époque, c'était sous la Fédération française de lutte, le catch. Et c'est une fois qu'il est parti de la Fédération française de lutte que ça commençait à dégringoler. Quand, une fois qu'on disait que c'était pas du sport, c'était faux. On savait pas si c'était vrai ou c'est faux. Les Français ont commencé à penser que c'est faux. Et donc, ça commence à descendre, à baisser. Maintenant, par exemple, le catch français, comment il se développe? Il faut regarder comment il se développe et comment... Moi, par exemple, j'ai une formation de lutteur. Donc, moi, mon point de vue, si je dois développer le catch, ce sera en entraînant les jeunes en lutte. Donc ça change beaucoup aussi sur la physionomie du catch, quoi. Donc, et le public aussi. Ça dépend à quel public on veut s'attaquer aussi. Ça veut dire que, par exemple, moi, si je devais développer le catch en développant du catch wrestling ou quoi, je voudrais peut-être recommencer au début et retrouver une nouvelle base de public. Parce que tout le monde dit, par exemple, en Europe, ils te disent, par exemple, moi j'ai catché en Belgique. Il y en a qui me disaient, ah oui, mais ici on fait pas de clé. Ça marche pas. Et qu'est-ce qui marche? Parce que tu n'as déjà pas de monde. Alors est-ce que ça veut dire d'avoir 50 personnes, ça marche? C'est ça aussi, il faut savoir poser les bonnes questions aussi. Moi, j'étais à Bercy, j'étais au festival de Bercy où il y avait que des champions d'arts martiaux. Mettre du catch, c'était risqué aussi. Parce que qu'est-ce qu'ils vont réagir, le public? Eh bien, ils ont beaucoup aimé, il y avait 10 000 personnes et j'ai été applaudi. Je veux dire, j'ai pas été hué. Donc ça veut dire qu'il y a un potentiel. Après, il faut savoir exploiter le potentiel. Et ça, c'est une autre question. Moi, je suis pas promoteur non plus. Hein. Je ne vais pas prétendre que je suis promoteur, je connais rien à ça, c'est un autre travail. Mais il y a du potentiel en France. Comment? Tu peux pas faire tout le boulot. Ça n'a rien à voir, c'est le même milieu, mais c'est pas le même travail, quoi. Il y a une différence entre être docteur et être l'administrateur de l'hôpital. C'est complètement différent, ça n'a rien à voir. Après, en France, moi, je suis prêt à proposer des services. Par exemple, je donne beaucoup de séminaires, là. Je donne encore des séminaires à Paris. J'ai 4 séminaires à donner à Paris. J'ai donné des séminaires jusqu'à Orléans pour un club de judo. Je donne beaucoup de séminaires pour des clubs de judo ou de MMA. Et quand je dis que je vais montrer du catch wrestling, il y en a qui savent c'est quoi le catch wrestling par rapport aux Japonais. Il y en a qui savent pas. Donc, quand tu dis catch, ils rigolent. Et après, quand ils finissent le stage, ils sont complètement surpris. Et donc, du coup, je fais quand même aimer ma discipline, après, à ma façon. Donc, voilà, ça, c'est une façon de développer le catch français, quoi. D'accord. Bah, en tout cas, on espère avoir de tes nouvelles. Il y a ta page Facebook, je pense, où tu en fait, moi, c'est mes news. Si les gens veulent lire mes news, c'est pas sur ma page Facebook. J'ai une page publique, quoi. Ça, je l'utilise pas, en fait. C'est sur mon Facebook personnel, quoi. Donc, enfin, il y en a d'autres. Ouais. Donc, ton Facebook personnel pour avoir des informations. En tout cas. Voilà, exact. Il regarde, il y a tout dessus, quoi. C'est là que Twitter, j'ai un Twitter en japonais que j'ai fait faire. Parce que vu que les Japonais, ils utilisent Twitter, mais sinon, moi, c'est le Facebook, hein. J'ai pas le temps, Twitter et tout. On mettra les liens, je pense. Oui. Ce sera plus simple. On mettra les liens sous la vidéo et on dira tout ça. Pas de souci. Okay, et je veux juste aussi remercier rapidement Verpadoro et Renaud qui ont aidé à la préparation des questions, donc merci à eux. Voilà. Rapidement, on va dire que vous pouvez nous rejoindre sur Twitter, @WrestlesRadio. Sur Facebook, la page Facebook c'est Wrestlers Radio. Cette interview sera disponible sur archive.org, sur iTunes aussi, où maintenant on peut remettre interview, Make Night Wrestlers, etc. On remercie nos partenaires, VoxCatch, FN8, le forum de simulation sur WWE 2K15 Wrestling Evolution League, le forum
Catch Asylum et la radio Revolt. Les dernières interviews, on a interviewé récemment Jeff Jarrett et Diamond Dallas Page. Elles sont disponibles sur YouTube, donc la chaîne YouTube Wrestlers Radio, où vous pouvez vous abonner également. On retrouvera aussi donc, du coup l'interview de Eddie Karawi et tu en as parlé rapidement tout à l'heure des champions de la WXW. Vous pouvez toujours voir l'interview de Luca Dileo et Peter Fischer. Le prochain podcast, ce sera en live. Enfin, il y aura d'autres interviews entre cela, mais le prochain podcast en live, c'est le 29 janvier pour le Royal Rumble. D'ici là, portez-vous bien. On remercie encore une fois Eddie Karawi d'avoir participé à cette émission et d'avoir donné du temps. Voilà, merci beaucoup à toi. Voilà. Merci à vous, hein, ça nous fait plaisir. Et puis, à la prochaine. Portez-vous bien et vive le catch. Salut tout le monde et bonne année. Vive le catch français. Mucho cuidado con tu hermana, me desquito. Somos Machi. Lucha, 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 lucha. Somos Machi. Lucha, lucha, lucha. ¡Ey! Pinche putiza, hijo de la chingada. Golpes, patadas, 2, 3 hurracarranas. Muy guapo, rudo, criticón te crees. Y un 2 3 por mí, te chingo otra vez.